Salut à tous. S'il y a un truc dont je suis sûr sur cette terre, c'est qu'il n'y a pas une personne qui n'a jamais vu un Disney de sa vie. Les enfants, mais aussi les adultes les adorent, et il y a tellement de Disney qui sont devenus des classiques. Les animateurs de cette société de renommée mondiale ont toujours aimé mettre des petits clins d'œil dans leur travail. Genre par exemple la petite tête de Mickey qu'on retrouve dans quasiment tous les films du studio. Et en vrai, il y a tellement plus de références et de théories liées aux films Disney. Et aujourd'hui, je vais te présenter mon top personnel. Allez, let's go! Cars est l'une des franchises les plus réussies de l'histoire des studios Disney. Ces films racontent les aventures de la voiture de course Lightning McQueen, qui devient une vraie vedette malgré lui. Mais tu ne t'es jamais demandé pourquoi il n'y avait aucun humain dans ces films? Oui, c'est vrai qu'on parle d'un univers fictif, où il y a plein de personnages et objets inanimés qui deviennent vivants. Mais il y a quand même toujours une petite touche humaine. C'est peut-être le genre de question où il faut la réponse des créateurs. Il n'y a pas si longtemps, le directeur créatif de l'équipe Cars, Jay Ward, a donné une interview où il décrit sa théorie sur l'univers de ce dessin animé. Et tu peux me croire, cette théorie n'est pas le genre d'histoire que tu racontes à tes enfants. Jay a fondé sa théorie sur le fait que dans le monde moderne, de plus en plus de voitures autonomes apparaissent sur le marché. Il décrit le monde de Cars comme un futur proche, où les voitures autonomes deviennent de plus en plus intelligentes et décident tout simplement de se débarrasser des conducteurs. Et oui, en gros on parle d'un univers alternatif où les robots ont pris le pouvoir. Effrayant, non? Mais ce n'est pas tout. Jay suggérait que les voitures du film tirent leur personnalité de la dernière personne qui les conduisait. Qu'est-ce qui est arrivé exactement au conducteur? Je ne sais pas du tout, et il vaut peut-être mieux pas savoir. Il y a une autre théorie un peu creepy sur Cars. Certains fans de la franchise Disney disent que les voitures de ces films ne sont pas que des voitures. Ils disent que les humains existent toujours dans cet univers et qu'en fait, ils sont tout simplement dans les voitures. Pour eux, cette théorie tient la route parce que les voitures ont toujours des fenêtres, des portes et des poignées, même si elles ne s'ouvrent jamais dans les films. Mais bon, on sait tous que Disney ne fait pas quelque chose sans y avoir réfléchi avant. Et en plus, les voitures parlent des langues différentes, donc ça veut dire que dans leur monde, il y a aussi une vraie géographie. Voilà une autre théorie sur l'univers de Cars. Dans un monde futur où le nombre de véhicules autonomes augmente de façon exponentielle, où il n'y a presque plus de vrais conducteurs, tout comme les gens sans téléphone portable de nos jours, ces personnes se rassemblent dans des parties du monde éloignées pour protéger leur mode de vie. Puis à un moment donné sur Terre, une apocalypse, et seuls les habitants de ces communautés réussissent à survivre. Justement parce qu'ils sont restés à l'écart des centres urbains densément peuplés. Et à cause de cette apocalypse, ça devient très dangereux de sortir à l'extérieur. Donc, suite logique, toutes les personnes passent leur temps à l'intérieur dans les voitures. Au fil des années, ils ont créé un lien cybernétique avec les voitures et ont donc fusionné avec celles-ci. Voilà, tu ne regarderas plus jamais Cars de la même manière maintenant. Le premier long métrage de Pixar qui appartient à Disney maintenant, est sorti en 1995. Ce film, c'était la première partie de la saga culte Toy Story, un film d'animation sur la confrontation entre la poupée de cow-boy à l'ancienne Woody et le nouveau jouet fantasy Buzz l'éclair. L'intrigue reflète l'histoire derrière le film. Avant le début du projet, le réalisateur John Lasseter a dû lutter longtemps contre la direction conservatrice de Disney. Ses idées étaient visiblement trop avancées pour l'époque. Ses idées, Lasseter voulait faire des dessins animés en utilisant l'animation assistée par ordinateur. Tandis que les anciens de Disney étaient sceptiques à l'égard de cette idée et insistaient sur l'animation à l'ancienne. Heureusement, John a réussi à convaincre les propriétaires de Pixar et en quelques années, Toy Story est devenu un vrai film culte qui traverse les générations. Voici une autre théorie sur Toy Story bien intéressante. Ça fait déjà pas mal d'années que les fans de dessins animés se demandent où est le père d'Andy, l'ancien propriétaire de Woody et de tous les autres jouets. Une partie des gens pensent qu'il est mort bien avant les événements décrits dans le film. Mais il n'y a pas si longtemps, l'un des scénaristes a confirmé cette théorie. Mais si le père existait vraiment, pourquoi il n'y a pas de photos de lui, genre sur les murs de l'escalier? Et là encore, les créateurs ont tout prévu. Ils disent que les photos sont bel et bien là. Il suffit de regarder attentivement. Tu peux voir des photos d'un jeune homme avec des lunettes sur le mur. Et Andy n'a jamais porté de lunettes. L'explication? Cette personne, c'est le père d'Andy jeune. De plus, Woody, Monsieur Patate et Zigzag étaient ses jouets à lui. Allez, encore un mythe d'expliquer. Mais qu'en est-il des autres personnages? Jessie par exemple. Eh bien là encore les fans ne nous ont pas déçus. Et ils ont rigoureusement cherché des explications. Ils ont jeté un coup d'œil au chapeau de cow-boy que porte Andy quand il joue avec son ami bien-aimé Woody. Ce chapeau ne ressemble pas du tout au chapeau de Woody. Mais quand tu regardes le chapeau de Jessie, là tu vois la ressemblance. La seule différence c'est qu'il n'y a pas de ruban de satin. Ce qui peut sous-entendre qu'il est assez vieux. Si maintenant on réfléchit un peu à l'histoire de Jessie, comment on voit la fin dans le film? Celle qui avait Jessie d'abord l'adorait au début, avant de laisser son jouet favori
favoris attrapaient la poussière. Et si tu regardes de plus près à l'intérieur de la pièce, alors tu peux voir que ça s'est produit dans les années 70, quand la mère d'Andy était adolescente. Plus tard, on voit comment la propriétaire de Jessie la jette dans une boîte en carton et l'emmène à une brocante. Mais elle garde le chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Eh oui, bien deviné, Andy porte le chapeau de sa mère, et Jessie, c'est la poupée que sa mère a jetée quand elle était adolescente. Les animateurs du studio Pixar adorent cacher tous ces petits clins d'œil dans leurs dessins animés, tout comme Disney. C'est comme ça, grâce à une étude approfondie, que les fans les plus dévoués des dessins animés de Pixar ont découvert que beaucoup d'entre eux se déroulaient dans le même univers en fait, même ceux qui pouvaient difficilement coexister. Commençons par Vice Versa et le monde de Dory, qui est la préquelle de Le monde de Nemo. Tu te souviens du personnage principal de Vice Versa, Riley Anderson, 11 ans? Tu peux la voir parmi les visiteurs de l'aquarium de Monterey Bay, où Dory arrive à la recherche de parents. Quelque part, tu te dis peut-être que c'est juste des personnages qui se ressemblent beaucoup. Mais quand tu t'intéresses un peu plus à l'intrigue de Vice Versa, tu trouves que Riley habite pas loin du California Aquarium. Et là, tu ne peux plus dire que c'est une coïncidence. En plus, les enfants debout à côté de Riley sur le mur de l'aquarium ressemblent beaucoup à ses camarades de classe. Si tu regardes d'un peu plus près les plans de la classe dans Vice Versa, alors tu vois qu'ils apparaissent quasiment tous dans Le monde de Dory. Mais ce n'est pas tout. En fait, non seulement ces deux films partagent le même univers, mais les enfants qu'on voit donc dans l'aquarium, c'est les mêmes enfants mais plus âgés qu'on voit dans Toy Story 3. Mais on peut aller encore plus loin. Regarde cette fille. C'est le portrait craché de boue de Monstres et compagnie, à peine plus âgé. Alors conclusion, ces trois films partagent le même univers? Et oui, moi aussi j'étais bien surpris, mais ce n'est toujours pas fini. Alors, rappelle-toi comment Mérida, le personnage principal du dessin animé Rebelle, s'est enfui dans la forêt après une querelle avec sa mère. C'est là qu'elle rencontre la sorcière, qui s'avère finalement être une sculpteuse sur bois. Cette sorcière disparaît inexplicablement à chaque fois qu'elle franchit les portes. Ça te dit quelque chose, non? Bon, un autre indice. L'une des vieilles boiseries de la sorcière est une copie exacte du monstre Sully de Monstres et compagnie. Mais pourquoi on voit ça dans ce film? Il ne peut y avoir qu'une seule explication. La sorcière, c'est Boo, la fille à qui Sully devait faire peur, mais qui est finalement devenue son amie d'enfance. Bon, c'est sûr que tu peux dire que c'est juste un petit clin d'œil de rien du tout, et que cette théorie va quand même un peu trop loin. En plus, le truc c'est que Rebelle se déroule environ entre le 6e et le 10e siècle en Écosse, et Monstres et compagnie dans un passé relativement récent. Oui, c'est vrai, mais rappelle-toi comment les portes étaient utilisées dans l'usine pour effrayer les enfants. Et ouais, ils fonctionnaient comme un portail pour voyager dans le temps. Dans l'une des scènes, la sorcière crée un camion Pizza Planet d'un des Toy Story en bois. Et comme on l'a déjà démontré, Boo a vécu dans l'univers de ce film. Ça va? T'arrives encore à suivre? Allez, je vais te montrer un autre point commun pour qu'il n'y ait aucun doute que tous les Pixar sont liés. Dans Vice Versa, Joie et Tristesse rencontrent l'ami imaginaire d'enfance de Riley, qu'elle a déjà commencé à oublier. Son nom, Bing Bong. Et il s'intégrerait parfaitement dans un autre dessin animé, produit par le même studio. Attends, en fait, il y était déjà. Bing Bong est en fait un des personnages de Monstres et compagnie, qui est venu à Riley dans son enfance. Ça a certainement dû se passer après la découverte du pouvoir du rire, quand les monstres ont commencé à faire rire les enfants au lieu de les effrayer. Quittons maintenant le monde des clins d'œil et retournons aux théories un peu plus effrayantes. Tu te souviens du film d'animation là-haut? Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Le personnage principal, un vieil homme grincheux appelé Carl Fredricksen, part en voyage à Paradise Falls attachant un tas de ballons à sa maison. Ce qu'on sait, c'est qu'il a décidé de réaliser le rêve de sa femme, décédée peu avant le voyage. Certains fans disent que le personnage principal du film est déjà mort. Ce serait arrivé quand on l'a obligé à quitter sa maison et d'aller dans une maison de retraite. Donc en fait, tout ce qui se passerait dans le film, c'est en fait un voyage vers le paradis. Scott Russell, le fidèle compagnon de Carl, serait son ange gardien, qui tente de gagner ses ailes en aidant le vieil homme dans son voyage difficile. Puis Paradise Falls, est une métaphore du paradis. Bien sûr, cette théorie est basée uniquement sur des hypothèses, mais je trouve qu'elle est bien poétique. Depuis la sortie de La Petite Sirène en 1989, de nombreux fans se demandent ce qui est arrivé à la mère d'Ariel. Malheureusement, ce n'est pas dans le film qu'on trouvera des réponses. Non, on ne connaît que le roi Triton et ses 6 sœurs. Mais en 2008, Disney a publié une préquelle du dessin animé intitulé La Petite Sirène, le début d'Ariel, où les créateurs ont enfin mis en lumière ce sujet. Là, on apprend qu'Athéna, la mère d'Ariel, est morte à cause de pirates. Et maintenant, on compare avec l'univers d'un autre film Disney, Peter Pan. Le film se déroule dans le pays fictif de Neverland, où il y a également des sirènes. Dans l'une des scènes du film, on voit même le personnage principal entouré de 3 beautés marines, et l'une d'entre elles ressemble beaucoup à Ariel. Un autre des personnages, c'est le capitaine Crochet, le chef des pirates, qui n'épargne même pas les créatures les plus charmantes. Alors, est-ce que c'est lui qui a tué Athéna? Il y a des fans qui pensent que c'est bien ça. Le mépris que le roi Triton ressent pour les humains devient beaucoup plus compréhensible ici.
Les films Disney sont souvent assez tristes, mais bon, ils ont toujours une fin heureuse. Ou est-ce que c'est vraiment le cas? C'est une question de point de vue. On sait tous que Blanche-Neige vivait avec sa méchante belle-mère reine qui a ordonné le meurtre de sa belle-fille. Heureusement, le chasseur a laissé la fille en vie, mais elle a commencé à vivre avec les 7 nains dans une forêt, où elle a été empoisonnée par une pomme un peu plus tard. Puis, elle s'est endormie. Le prince Ferdinand est venu la chercher, a embrassé sa bien-aimée et l'a sauvée de la mort. N'est-ce pas? Ce qu'on a toujours pensé, c'est que ce sauveur a emmené la princesse dans son royaume et qu'ils ont vécu heureux pour toujours. Mais bon, certains sceptiques pensent que ce n'est absolument pas ce qu'il s'est passé. Leur théorie, c'est que Ferdinand était en fait la mort personnifiée. C'est pourquoi Blanche-Neige s'est enfuie de lui quand ils se sont rencontrés dans la forêt. De plus, son voyage vers son royaume après son réveil ressemblait plus à une route vers le paradis. Les amoureux chevauchaient littéralement sur les nuages. Donc peut-être que ce n'est pas du tout un sauvetage qu'on a vu dans le dessin animé, mais juste l'âme de Blanche-Neige quittant son corps. Le film Réponse est sorti en 2010 et n'est pas du tout aussi célèbre que les grands dessins animés classiques de Disney. Mais il y a quelques clichés qu'on retrouve pas mal. Par exemple, Mère Gothel, qui a volé le personnage principal à ses vrais parents. Elle a emprisonné Réponse dans une tour avec une seule fenêtre, pour que personne au monde ne connaisse le secret du pouvoir magique de ses cheveux, leur capacité de préserver la jeunesse. Ça ne te rappelle rien? Une femme maléfique, gourmande et manipulatrice? Et ce n'est pas seulement son personnage. Regarde juste sa tête. On est d'accord, c'est le portrait craché de reine sorcière de Blanche-Neige. On peut se dire qu'après être tombée d'une falaise en fuyant les nains, elle a survécu, puis a kidnappé Réponse et est retournée à sa vie comme elle le faisait avant, avec une belle fille obéissante à ses côtés. On peut dire que cette théorie se confirme par le fait que les deux films se déroulent en Allemagne, comme dans les livres originaux. Ouais, bon, il y a plus d'1 siècle qui se passe entre ces deux histoires. Mais qu'est-ce qu'un siècle pour une sorcière? Si t'as jamais vu le dessin animé Kuzco, l'empereur mégalo, voici un bref résumé. C'est l'histoire de Kuzco, un jeune empereur inca égoïste. Son ancien conseiller qui veut prendre le trône complote contre lui, et l'empereur se retrouve transformé en lama. Tout au long du film, on suit l'empereur qui essaie de retrouver sa forme humaine. En fin de compte, il réussit et transforme son conseiller en un petit chaton impuissant. Il y a une scène dans le film où Kuzco erre dans une forêt terrible, et on voit une mouche crier à l'aide pendant qu'elle se faisait dévorer par une araignée énorme. Mais le truc, c'est que dans le film, on sait que seuls les animaux qui étaient des humains avant peuvent parler. Cette scène est donc bien plus tragique qu'elle n'en a l'air au premier abord. L'un des plus grands mystères des dessins animés Disney modernes reste le sort des parents d'Anna et d'Elsa de la Reine des Neiges. Mais maintenant, on sait ce qui leur est arrivé. Selon le co-réalisateur du film, Chris Buck, le roi et la reine ont été tués par un léopard sur une île déserte il y a de nombreuses années. C'est ça, ils n'ont pas du tout été tués dans un naufrage comme on a pu croire avant. Le co-réalisateur du film a souligné un autre détail intéressant. Le couple a construit une cabane dans les arbres sur l'île, où un petit garçon est né peu de temps avant leur mort. Je suis sûr que ça te rappelle déjà quelque chose là. Une petite histoire qui explique comment un orphelin est élevé par des gorilles après la mort tragique de ses parents. Et oui, c'est l'histoire de Tarzan, qui pourrait être bien le frère perdu d'Anna et Elsa. Et donc, un nouveau prince Disney. Regarde un peu les photos des parents. La ressemblance est évidente. Bon, j'espère que je ne t'ai pas perdu. Il me reste quelques théories à te raconter encore. Jane maintenant. Oui, toujours de Tarzan. Elle ne te rappelle pas une autre princesse Disney? Petit indice, elles aiment toutes les deux le jaune. Ou alors t'as pas eu besoin de mon indice pour deviner. Si pour toi le lien entre Jane et Belle de La Belle et la Bête te semble complètement ridicule, alors fais un peu plus attention à la porcelaine qu'apporte Jane à l'expédition. C'est ça, c'est Madame Potts et sa famille. Mais comment c'est possible? Encore juste un petit clin d'œil visuel? Peut-être, mais il y a pas mal de gens qui pensent que Jane est la petite fille de Belle. Elle aurait parfaitement pu hériter des ustensiles de cuisine. De plus, les deux héroïnes ont des pères très excentriques. D'ailleurs, le duc Wes Elton de La Reine des Neiges ressemble énormément au père de Jane. Et on sait que les deux films se déroulent très probablement en même temps. Ça veut donc dire qu'en fait, il est devant les sœurs de son gendre? Vraiment incroyable. Rappelle-toi de la première fois où on voit le génie dans Aladdin. Juste le moment où Aladdin trouve une belle lampe à huile à l'intérieur d'une grotte piège magique. Attends, je ne suis plus sûr de rien. Le génie apparaît déguisé comme un vendeur de rue dans les premières secondes du film. C'est le même acteur qui a fait la voix. Mais ça, il n'y a que les plus attentifs qui l'ont remarqué. Les co-directeurs ont ensuite confirmé officiellement cette théorie. La prochaine théorie, c'est quelques faits assez évidents. Mais bizarrement, il y a très peu de gens qui en ont entendu parler. On sait qu'Ariel de la petite sirène, c'est la fille du dieu grec antique Triton. Si on réfléchit un peu plus à la mythologie, on apprend qu'Ariel c'est la petite fille du dieu suprême de la mer, Poséidon, le père de Triton. Et en descendant encore plus loin dans l'arbre généalogique, incroyable. Poséidon a un frère, Zeus, qui lui est le père d'Hercule. C'est dingue à dire comme ça en vrai, mais Ariel et Hercule, ils sont cousins. Leurs compétences en chant et leur belle couleur de cheveux ne sont pas une coïncidence.